Bon, écoutez, on va vous autoriser à assister au procès de cette salle d'audience. Mais attention, il y a des règles à respecter. Vous vous levez lorsque le juge entre dans la salle. Vous vous levez lorsque le juge entre dans la salle. On se lève. Vous vous asseyez lorsque le juge quitte la salle. Vous vous asseyez. Et vous vous levez lorsque le juge quitte à nouveau la salle. C'est compris? Oui. Non. N'utilisez pas votre téléphone portable. Ne vous avachissez pas. Ne dormez pas. Il y en a qui se sont endormis hier. Et ne souriez pas. Maître, tout le monde, veuillez avancer. Où est passé votre client, bon sang? Bonjour. Maître Lefort, vous avez la parole pour le demandeur Aladin. Soyez bref dans votre plaidoirie. Merci, monsieur le juge. Lorsque mon client Aladin a récupéré la lampe, les conditions générales d'utilisation de celle-ci prévoyaient qu'il bénéficie d'un nombre de vœux illimité. Or, le tribunal devra constater qu'aucun des vœux du génie n'a été exaucé. Vous ne vous laisserez pas tromper par ces faux airs innocents. Son objectif, depuis le début de leur relation, a toujours été le même: se libérer du contrat qui les liait, quitte à se jouer de lui. Il a pour cela usé de tous les stratagèmes possibles et inimaginables. Venez-en au fait, je vous prie. J'y viens justement, monsieur le juge. Pour illustrer cette mauvaise foi, je vous invite à nous intéresser au premier vœu d'Aladin: être un prince. Cette requête, vous en conviendrez, était extrêmement simple. Or, monsieur le juge, en l'espèce, si mon client a bien été doté de richesses, force est de constater que ce dernier n'aura jamais été fait prince. Les pierres précieuses, habits de luxe, hordes d'éléphants, que le génie lui a fournis ne remplacèrent jamais le titre qu'il escomptait. Il usurpa cette qualité pour épouser la princesse Badroul Boudour, à qui, comble de l'infamie, il dut cacher sa condition pour éviter la honte et la répudiation. Les approximations du génie cachent en réalité une tragédie. Mon client, aujourd'hui divorcé et sans aucune ressource, sollicite ni plus ni moins ce que le génie lui a promis. C'est pourquoi votre tribunal ordonnera l'exécution forcée du génie à exaucer l'ensemble des vœux que mon client formulera, outre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi. Merci, Maître Lefort. Je vous remercie. Monsieur le juge, avant de laisser la parole à ma consoeur, permettez-moi d'anticiper un petit point qui sera soulevé de l'autre côté de la barre et qui a son importance, car elle concerne le nombre de vœux. En quelques mots, je vous prie, nous avons déjà pris du retard. Il me semble important de souligner que le nombre de vœux est capital. Le génie va tenter de vous démontrer que le nombre de vœux d'Aladin était limité à 3. C'est faux. Monsieur le juge, dans un procès, il appartient à celui qui se prévaut d'un fait d'en apporter la preuve, comme nous le rappelle sagement le Code civil. Dans le cas qui nous occupe, monsieur le génie sera dans l'impossibilité de démontrer cette prétendue limitation de vœux à ce chiffre de 3. Et plus encore, de justifier de la bonne exécution de ses obligations. Merci, Maître Lefort. Maître Dumont, vous avez la parole pour le génie. Madame la Présidente,
La brièveté de la plaidoirie de Maître Lefort manifeste le caractère fallacieux de ces demandes et l'absence de moyens sérieux à leur soutien. Je vous le concède, mon client est un original, mais il a le sang de service dans la peau. Sans le génie, Aladdin ne serait rien. Il continuerait à errer dans la rue et se serait, à l'heure qu'il est, fait couper une main, voire les deux, en guise de punition pour ses vols à l'étalage répétés. Venez-en au fait, je vous prie. Je n'ai pas mis les nuits devant moi. J'y viens, Madame la Présidente. D'abord, contrairement à ce que soutient Aladdin, le nombre de vœux alloués par le génie était bien limité. C'est ce qui ressort de plusieurs écrits historiques, dont le conte de Walt Disney, pièce numéro 1, qui précise les 3 vœux octroyés à Aladdin. Ou plus anciennement, du conte de Charles Perrault, publié en 1697, intitulé Les souhaits ridicules, pièce numéro 2, qui atteste les 3 vœux octroyés à Aladdin. C'est ce que confirme le professeur Dumus, expert en contes et en études magiques, dans sa note particulièrement détaillée que j'ai versée à mon dossier, et voici un extrait. Les 3 vœux permettent ainsi de favoriser la libre circulation pour les génies et la libre prestation de services, évitant qu'ils ne soient liés pour l'éternité à un seul et unique maître. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, Aladdin ne prend toute bonne foi ignorait qu'il n'y en avait que 3 et revendiquait un nombre de vœux illimité. Cela étant plus vrai qu'une telle interprétation reviendrait à revendiquer une contrepartie à vie, en parfaite violation avec les principes fondateurs du Code civil, qui exigent que toute contrepartie soit déterminée et déterminable, et qui intéresse les contrats perpétuels. C'est noté, maître du monde. Et qu'a à dire votre client sur la mauvaise exécution de ces 3 vœux dont se plaint le sieur Aladdin? C'est très simple. Il a bien écouté les 3 souhaits. Prenons le premier, celui de devenir prince. C'est vrai, mon client n'a pas doté immédiatement Aladdin au royaume. Mais il a pourvu des richesses nécessaires lui permettant d'en acquérir un. Rien dans les conditions générales d'utilisation de la lampe ne précise les moyens permettant d'accéder à ce statut de prince. Le délai de réalisation d'un souhait n'est même pas évoqué. La seule obligation est qu'il soit exécuté. Et personne ici ne conteste qu'il l'ait été. Par conséquent, Monsieur Aladdin est particulièrement mal fondé à venir soutenir que son premier souhait n'aurait pas été exaucé. Le tribunal va suivre cette même analyse pour le second vœu. Souvenez-vous, Aladdin est en train de se noyer lorsque le génie lui a proposé d'intervenir. N'ayant pas peur du ridicule, Aladdin se tient aujourd'hui tout un tas d'inepties sur le fait qu'il aurait été inconscient au moment des faits et qu'il n'aurait pas pu exprimer son consentement. Or, vous devrez considérer, au vu de l'urgence de la situation, que le hochement de la tête d'Aladdin suffit à caractériser son consentement. Cela valide bien le deuxième souhait. Et sur le 3e vœu, qui était de souhaiter que le génie soit libre, vous considérez aussi qu'il a bien été exécuté? Bien sûr, Madame la Présidente. Et la partie adverse ne le conteste pas. Aladdin a souhaité que le génie soit libre. Eh bien, il l'est. Aladdin avait 7 jours pour se rétracter et il ne l'a pas fait. Et le fait qu'il ait accepté d'utiliser son dernier souhait pour libérer le génie est la preuve irréfutable qu'il était pleinement satisfait de sa prestation. Sans quoi, il ne l'aurait jamais relâché. Maître Lefort, si Maître du monde en a terminé, vous pouvez répondre aux intérêts des soutiens d'Aladdin. Je vous demanderai cependant de ne soumettre que quelques observations au tribunal et ce sera votre dernière prise de parole, merci. Très bien, monsieur le juge. Rien en dehors d'une piètre adaptation commerciale de l'histoire d'Aladdin par des studios de propagande ne font référence à un nombre limité de vœux. Au contraire, les contes des 1001 nuits retracent avec fidélité les usages de l'époque qui visent explicitement un nombre de feux infini permettant au génie de couvrir Aladdin d'épices rolingées, métaux précieux ou titres de prince. D'ailleurs, Aladdin n'a jamais été fait prince et il ne l'est plus depuis son divorce d'avec la princesse. Or, ce vœu, une fois souhaité, a une durée illimitée. Concernant ensuite le vœu numéro 2, soi-disant exprimé sous l'eau, monsieur le juge, ce sauvetage ne peut en aucun cas constituer un vœu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en sauvant Aladdin de la noyade, le génie n'a fait qu'exécuter une obligation d'assistance à personne en danger. Enfin, seul le 3e vœu a été correctement exécuté. Mais ce vœu est le résultat de tromperies qui le rendent caduque. Aladdin a accepté de le libérer, pensant qu'il avait accompli ses obligations à son égard. C'est de l'abus de client. Vous l'aurez compris, monsieur le président, le génie n'est pas qu'un innocent saltimbanque.
Pour ces raisons, même si le tribunal devait considérer que seulement 3 vœux avaient été alloués à Aladin, ce que nous contestons fermement, notre tribunal ne pourrait que considérer qu'aucun de ces derniers n'a été véritablement exécuté. Maître du monde, vous avez la parole en dernier pour le génie, enfin, si vous souhaitez compléter très brièvement. Je vais donc conclure. Le vœu numéro 3 a été, je cite, parfaitement exécuté. C'est Aladin qui me le dit et je ne reviendrai pas là-dessus. Pour ce qui est du vœu numéro 2, qui a permis à Aladin de se sauver d'une mort par noyade, Aladin ne peut sérieusement soutenir que le génie se serait borné à exécuter une obligation d'assistance à personne en danger. Voyez-vous, si c'était le cas, compte tenu de ses pouvoirs, ce serait toute l'humanité qu'il devrait sauver. En outre, mon client ne peut utiliser ses pouvoirs magiques que dans les cadres des conditions générales d'utilisation, qui obligent le génie à n'agir que sur demande de son co-contractant. Quant au premier vœu, faut-il rappeler à votre tribunal qu'Alada a bien été fait prince, mais déchu par sa propre faute? Dois-je vous rappeler que s'il est aujourd'hui divorcé, c'est parce que ce dernier a batifolé avec la servante du palais? En quoi le général est responsable? Bien, bien. Merci pour ces échanges éclairants. Aladin, le génie, avez-vous quelque chose à ajouter? Rien, si ce n'est que j'aime ma femme au moins autant que mon titre de prince et que cette histoire avec Madame Chahir n'est qu'un malheureux malentendu. Merci. Maître du monde, votre client a quelque chose à ajouter? Non, Madame la Présidente. Merci à tous, le tribunal est suffisamment éclairé. Le délibéré sera rendu dans 2 mois. Le génie doit-il être condamné à exaucer à nouveau les vœux d'Aladin? Vous pouvez voter en scannant le premier QR code qui figure sur le document qui vous a été remis lors de votre entrée. Oui, le génie n'a pas correctement exaucé les 3 vœux d'Aladin. Non, le génie a parfaitement exaucé les vœux d'Aladin. Silence! Ça tourne! Oui, nous parlons bien d'agression. Depuis l'émergence du mouvement MeToo en 2017 aux États-Unis, avec les accusations portées contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein, rappelons qu'il s'agit ici seulement d'un baiser. N'est-ce pas avec une telle outrance finalement qu'on perd l'essentiel dans l'accessoire? Oui, après, le wokisme est aujourd'hui surreprésenté dans notre société actuelle. Stop avec le tir de Bien, l'audience est ouverte. Monsieur Charmant, vous avez été renvoyé devant ce tribunal après une plainte déposée par Madame Au Bois dormant pour agression sexuelle. Elle fait état d'un baiser prodigué pendant son sommeil. Il vous est donc reproché une agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans. Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique dont les conclusions ont souligné une personnalité de type narcissique ainsi qu'un trouble de l'attachement de l'ordre de l'érotomanie. Quant à votre vision de la femme, elle est qualifiée selon les termes du rapport de traditionnelle avec une dominance conservatrice. Pour vous, la femme est un objet fragile qui attend la délivrance du mâle alpha et qui accepte de se soumettre à la pleine domination de l'homme, quitte à être la quasi-propriété du masculin, vision traditionnellement répandue dans les sociétés de type patriarcal comme la nôtre. Toujours selon l'expert, vous êtes incapable de vous libérer de votre frustration engendrée par le complexe d'Oedipe que vous perpétuez au cours de vos conquêtes, et vos actions sont le résultat de l'amour fou que vous portez pour votre mère, ainsi que de la persistance d'un fantasme pour l'inconscient. Monsieur Charmant, reconnaissez-vous les faits? Oui. Non. Maître, je ne comprends pas bien. Votre client vient d'accuser avoir commis les faits reprochés, n'est-il pas? Non. Monsieur le Président, mon client le prince a répondu oui, c'est vrai.
Mais il n'a pas dit quel fait le reconnaissait en espèces, il le reconnaît seulement avoir embrassé Madame Beaudormand. Monsieur Charmant, confirmez-vous tout ce que dit votre avocat? Oui, je confirme tout ce que mon avocat avait noté. J'ai uniquement embrassé Madame Beaudormand. Bien, alors pouvez-vous m'expliquer comment vous y êtes pris? Bien sûr, monsieur le juge. Vous savez, je viens d'un pays fort loin où j'ai beaucoup de succès avec les femmes. Je veux dire, et j'honore ma mission, me consacrer à sauver les princesses. Des princesses? Oui, vous savez, c'est jamais qui ne demande qu'à être poli. Ces femmes en détresse, toutes les femmes sont en détresse. Je me rends jusqu'à celles pour leur prince charmant. Nous autres, princes charmants, avions un sixième sens pour cela. Des châteaux abandonnés, une propriété privée délaissée, cryptes mystérieuses ou encore une ruelle mal éclairée. Nous sommes souvent attirés par ces lieux isolés où nous finissons toujours par trouver une jeune beauté. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Aurore. J'ai dû braver les grillages ébarvelés et ces portes fermées étaient, comme pour ainsi dire, une véritable forteresse pour pouvoir réussir à me faufiler auprès de ma dulcinée et de la faire sortir de cette crise. Quel sort funeste? Eh bien, figurez-vous qu'Aurore était en train de mourir. Mourir de ne pas avoir son prince charmant, c'est aussi simple que cela. Et après? Ah. Eh bien, elle était, je dirais, innocente, fraîche comme une rose, allongée sur son lit, prête à éclore. Bien. Maître Charal, vous avez une question? Tout à fait. Monsieur Charmant, vous arrive-t-il souvent d'embrasser des jeunes femmes sans leur consentement? Bien sûr, sinon, comment pourrais-je la libérer? Je n'ai plus de question, monsieur le juge. Maître Balcony? Monsieur Charmant, vous êtes beau garçon, n'est-ce pas? Ouais, oui. Lorsque vous arrivez dans la vie d'une femme, comment vous la faites? Ravi, subjugué même. Une femme, c'est-elle déjà plainte de votre comportement? Votre casier judiciaire est vierge. Aucune, 100% satisfaite. Une femme, vous a-t-elle déjà dit non? Jamais. C'est que quand j'arrive dans leur vie, c'est comme si elles avaient décroché le gros lot. L'explication. Bien, je propose donc... Attendez. Monsieur Charmant, aucune femme ne vous a jamais dit non. Je viens de le dire. Vous pensez donc plaire à toutes les femmes, sans exception. Bien sûr, je suis charmant. Et si je vous disais que vous ne me plaisez pas, me croiriez-vous? Ah, je vois où vous voulez en venir. Je connais les filles comme vous. Vous faites les intéressés pour attiser ma curiosité. Vous dites non quand vous avez envie de dire oui. Ah oui? Comme les autres, vous finirez par céder. Ne vous sentez pas supérieur, je suis irrésistible. Comme les autres, je finirai par céder. Oui, comme les autres. Même celles qui font mine de ne pas être intéressées, même les plus sauvages succombent. Mais avez-vous pu imaginer que, comme moi, ces femmes dont vous parlez auraient pu céder par peur ou sous la force de votre contrainte, et que si elles ne réagissaient pas, ce serait elles étaient sidérées? Foutaise les féminines. Aurore, dis-leur la vérité. Allez, sois honnête. Monsieur Charmant, veuillez ne pas vous adresser à la partie civile, je vous prie. Madame Beaudormand, j'aimerais écouter votre version. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous et approchez vos genoux. Bonjour. Eh bien, je ne sais pas trop. Madame Beaudormand, votre version est capitale. Je ne vais pas vous obliger à parler si vous ne le souhaitez pas, mais ça serait dans l'intérêt d'une bonne justice. Eh bien, je dormais, c'est vrai, et puis j'ai senti une sensation de chaleur d'abord. Je me souviens d'avoir senti comme un poids sur ma bouche. Je n'ai pas bougé. Et qu'avez-vous fait? Je n'ai pas bougé. J'étais comme plaquée au sol. Puis j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu là, sur moi, un inconnu. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait chez moi, ni pourquoi il m'embrassait. Et lui avez-vous dit quelque chose? Je n'arrivais pas à parler avec lui sur moi, sa bouche sur la mienne. Mais j'ai fini par lui demander qui il était et ce qu'il faisait. C'est là qu'il m'a dit être mon prince charmant et qu'il était là pour me sauver. Et après? Il m'a emmené dans son château. Et vous y êtes allé? Il m'a dit que cette histoire serait l'une des plus belles au monde, qu'on la raconterait de génération en génération, mais que pour cela, il fallut que je le suive, lui et mon destin. J'ai accouché 9 mois plus tard de jumeaux. Un vrai conte de fées. Bien, y a-t-il des questions? Oui. Madame Belle, durant votre enfance, ne jouez-vous pas avec vos poupées au prince et la princesse? Vos histoires ne se finissaient-elles pas par « et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants » Si, bien sûr, comme toutes les princesses.
Après votre rencontre avec le prince, après ce baiser que vous dénoncez aujourd'hui, vous n'avez pas porté plainte? Non, c'est après. Oui, c'est après que vous avez porté plainte. Après qu'il vous ait dit qu'il devait partir au secours d'autres princesses. Oui, et vous ne pouvez pas changer la fin de l'histoire comme ça. Comme c'est étonnant, les versions qui changent en fonction de l'histoire qu'on a envie de se raconter. C'est édifiant. Vive les questions, monsieur le juge. Madame Bonhomme, quel âge avez-vous lorsque le prince charmant vous a embrassé pour la première fois? 15 ans. Avez-vous déjà embrassé un garçon? Non, mon Dieu. Plus de questions. Madame Bonhomme, dans vos rêves les plus fous, comment se déroulait votre rencontre avec l'élu de votre père? Eh bien, on se rencontrait à un bal. Le prince m'invitait à danser. Il me prenait, il me faisait danser et me faisait tourner si vite que j'étais prise de vertige et d'un coup, je finissais par tomber d'amour pour lui. Et le baiser, l'aviez-vous imaginé? C'est un peu gênant. Eh bien, on se revoyait, le prince me faisait la cour, demandait ma main à mes parents qui l'acceptaient. Et lors d'un bal, nous dansions, encore une fois, et là, il plongeait son regard dans le mien et on s'embrassait. C'est une bien belle histoire. Merci de nous l'avoir racontée, Madame Bonhomme. Je n'ai plus de questions, monsieur le juge. Bien, je propose donc de placer au plaidoirie. Maître Charage, pour Madame Boisdormand, le tribunal vous écoute. Merci, monsieur le juge. Se promener dans la rue, prendre les transports, se vêtir comme bon leur semble, refuser des avances, jouir de ses libertés fondamentales et bénéficier de la sécurité que promet un état de droit. Voici des droits dont au XXIe siècle ne jouissent toujours pas les femmes. Bien que le droit ait évolué et qu'elles aient pu gagner à la sueur de leur front certains combats pour l'égalité, les femmes restent les proies à une profonde inégalité. Moins bien payées, plus violentées, plus harcelées, le constat est là. Elles sont moins bien traitées, moins respectées, moins considérées. Elles représentent la moitié de l'humanité, mais restent la minorité maltraitée. Comment expliquer qu'une espèce aussi avancée que l'Homo sapiens, l'homme intelligent, puisse se complaire dans la plus profonde inégalité? N'avons-nous pas, vous, moi, ce tribunal, notre part de responsabilité? La force du destin a conduit Madame Boisdormand à se réveiller d'une aphasie où elle a été plongée, pour mettre un terme à une histoire qui n'a que trop longtemps duré, à un cauchemar qui chante nos mères, nos filles, nos sœurs, depuis le temps que cette histoire a raconté. Car nous devrons bien nous rendre à l'évidence. Si nous ne sommes pas responsables des actions perpétrées par autrui, nous ne pouvons nier notre part de responsabilité dans des violences qui sont depuis la nuit des temps inlassablement répétées de génération en génération. Monsieur le juge, nous pouvons aujourd'hui dire stop. Nous devons aujourd'hui dire stop. Il faut qu'une bonne fois pour toutes nous admettions qu'il n'y a pas de fin heureuse après une agression. Qu'embrasser une enfant de 15 ans sans son consentement n'a rien d'un conte de fées. Qu'il n'y a rien de charmant à être sexuellement violent et que quelle que soit la manière dont vous allez raconter, l'infraction est bel et bien caractérisée. Cette histoire, relayée depuis des siècles, aura contribué à banaliser ce que votre tribunal doit faire cesser. Car oui, nous jugeons aujourd'hui la plus célèbre affaire d'agression sexuelle de tous les temps. Cette histoire a assez duré. Et si ma cliente a aujourd'hui la force de se réveiller, c'est parce qu'elle a enfin cessé de croire à ce que promettent les contes de fées. Elle sait aujourd'hui que vous condamnerez ce genre de fait. Merci, Maître Charage. Je vais passer la parole à Madame la procureure avant Maître Balcony. Combien de temps allons-nous laisser de telles violences se répéter? Le prince, en s'octroyant le droit d'embrasser le mineur au moment des faits, ce qu'il a de surcroît illégalement pénétré, l'a sexuellement agressé. Embrasser une enfant de 15 ans n'a rien d'égoïste ni même de civique. Considérer les femmes comme des sous-espèces incapables de subvenir à leurs propres besoins n'est pas un mal pour un bien. Ce n'est pas notre destin d'aimer ce que l'on craint. C'est le syndrome de Stockholm. Le plus grave, lorsque l'on prête attention au discours du prince charmant, est qu'il n'en est même pas conscient. Aucune excuse, aucun remords. Plus que jamais, il y a ici matière à condamner. C'est pourquoi je requiers une peine exemplaire. Soit 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Dès lors que l'infraction a été commise, avec circonstances aggravantes par une personne qui avait, du fait de son statut de prince charmant, une autorité sur la victime. Selon l'article 222-29 et 30 du Code pénal. Merci. Maître Balcony,
Ah, les femmes. Ne sont-ce pas celles-là même qui veulent qu'on leur tienne la porte, qu'on prenne les devants, qu'on leur paye l'addition, qu'on leur fasse l'amour sauvagement? Oui, monsieur le juge. Chut, permettez-moi au risque de choquer d'appeler un chat un chat. Mais nous sommes face au plus grand paradoxe des temps modernes. Revendiquer l'indépendance tout en cherchant la soumission de deux choses. L'une. Soit les femmes sont fortes, indépendantes, et dans ce cas elles se prennent en charge et se comportent en égal aux hommes. Soit elles en sont incapables, et on nous entend un homme subvienne à leurs besoins et fasse le premier pas. La belle au bois dormant a choisi son camp. N'a-t-elle jamais rêvé, durant cette tendre enfance, de son précieux conte de fées? Preuve en est qu'elle n'a pas émis la moindre contestation avant que le prince lui annonce qu'il a quitté pour des raisons professionnelles. Surfant sur la vague MeToo, sur la cancel culture, Madame la procureure et Madame Charage oublient un élément fondamental de cette équation. La belle au bois dormant avait besoin de son prince. Votre tribunal devra alors avoir le courage d'admettre que le prince a assumé ses responsabilités et rempli un devoir d'assistance. Je sollicite donc, contrairement à Madame Charage, que le prince, dont le mot est justement celle et dévoilé, soit relaxé et puisse vaquer à sa mission de premier ordre. Maître, et pas madame. C'est maître Charage. Ah oui, maître Charage, non pas madame. Monsieur le Président, permettez-moi de m'en excuser ma langage fourché. Bien, l'audience est levée. Le tribunal se retient pour délibérer. Le jugement vous sera communiqué dans 1 mois. Le prince peut-il embrasser la princesse sans son consentement? Vous pouvez voter en regardant le deuxième QR code qui figure sur votre document. Oui, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais non, pas de voter sans consentement. Bon alors, ça vous plaît? Vous avez été parfait. Vous pouvez rester et assister au 3e procès. Le tribunal. Veuillez vous asseoir. Madame la reine, vous êtes convoquée devant ce tribunal pour tentative d'homicide et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Madame la juge rapporteure, à vous. Merci, Madame la juge. Madame Blanche-Neige a déposé plainte contre la reine ici présente pour tentative d'homicide et administration de substances nuisibles. Blanche-Neige évoque la remise d'une pomme empoisonnée qui lui aurait été offerte par sa belle-mère, la reine, afin de l'assassiner et de rester, je cite, la plus belle du pays. Dans le dossier sont évoquées plusieurs tentatives de meurtre. Par un chasseur d'abord, par une tentative d'étouffement, bien encore celui que la reine lui a fait porter, par une tentative d'empoisonnement. Cette dernière conteste l'ensemble des faits qui sont reprochés. Elle déclare avoir toujours voulu le plus grand bien à sa belle-fille. Bien. Afin de ne pas perdre de temps, nous allons appeler à la barre les témoins et experts. Commençons par les 7 nains cités en qualité de témoins dans ce dossier. Nous accueillons donc Monsieur Hachour. Veuillez approcher. Monsieur Hachour, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Tout à fait. J'ai vu, moi et les autres nains, Blanche-Neige presque morte. 3 fois. Je vous en prie. Presque morte, avez-vous dit. Pouvez-vous être un peu plus précis? Oui, et avait perdu connaissance. Heureusement, dès qu'on lui a reçu, elle s'est remise à respirer. Et la deuxième fois, on n'a pas compris. Cette fois-ci, elle a enlevé dans ses cheveux, ça nous a fait ça, alors on l'a retiré. Et elle s'est réveillée. Le peigne était empoisonné. La dernière fois, alors là, on a vraiment eu peur. Cette fois-ci, il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Juste
Elle, allongée, endormie ou plutôt dans le coma. Elle ne se réveillait pas. Alors on a bien essayé de chercher, de voir si quelque chose pouvait la gêner, mais on n'a rien trouvé. Alors on a pris un sacré pour l'installer et la garder auprès de nous. J'ai toujours la voir. Et puis un jour, un prince est arrivé. Il a dit qu'il était tout de suite tombé amoureux et qu'il avait peut-être un remède qui pourrait l'aider. Alors on a bien accepté de la déplacer, mais on l'a fait tomber. Oh pardon, Blanche-Neige. Et donc, Eh bien, lorsque sa tête a heurté le sol, un gros morceau de pomme est sorti de sa bouche. Il était empoisonné. avez-vous vu qui lui a remis? Non, mais c'est sûr, c'est la méchante reine. Et pourquoi donc? Mais parce que Blanche-Neige est plus belle qu'elle. La reine a essayé de la tuer, et lorsqu'elle a su qu'elle était encore vivante, elle a voulu lui régler son sort, une bonne fois pour toutes. Enfin, 3 une fois pour toutes. Et comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit de la reine? Mais parce que Blanche-Neige nous l'a dit. D'abord, il y a eu le chasseur qui a tout avoué que la reine lui avait donné l'ordre de la tuer, mais lorsqu'il l'a vue, il n'a pas pu. A-t-on retrouvé ce chasseur? Non, madame la juge. Et c'est là tout le problème. On accuse la reine de crime atroce, mais l'accusation repose sur un château de cartes plus branlant les unes que les autres. Bien. Y a-t-il des questions? Maître Hachery pour Blanche-Neige? Oui, merci madame la juge. Monsieur Hatchoum, vous souvenez-vous de votre rencontre avec Blanche-Neige? Oh oui, on l'a retrouvée chez nous, perdue, terrorisée. On aurait dit une bête blessée. Elle ne savait plus où aller. Et que vous a-t-elle dit? Elle nous a supplié de la garder. Elle nous a dit qu'elle ferait tout pour nous aider. Que la méchante reine avait essayé de la tuer, que le chasseur avait reçu l'ordre de l'exécuter, mais qu'il s'était ravisé et avait laissé partir dans la forêt en lui faisant promettre de ne jamais revenir, car sinon la reine la tuerait. Forcément, l'histoire de cette petite nous a chamboulés. Monsieur Hatchoum, vous vivez dans une jolie maison, mais somme toute modeste si on la compare au château dans lequel a grandi Blanche-Neige. Pensez-vous que si elle n'avait pas été chassée de son royaume, elle serait venue vivre chez des inconnus et aurait supplié de se faire héberger? Oh non, ça serait une chance. Maître Lenoir, des questions pour Monsieur Hachery? Merci. Monsieur Hatchoum, seriez-vous capable de reconnaître la reine si vous la croisiez dans la rue? Ça, je pense que ouais. Je suis très photogénique. Et seriez-vous capable de la reconnaître si elle se déguisait? Permettez-moi de vous formuler. Si elle grimait son visage, portait des haillons, modifiait son allure au point de paraître pour une vieille dame, pensez-vous que vous seriez capable de la reconnaître? Est-il donc possible que, lorsque Blanche-Neige vous a dit qu'une sorcière était venue chez vous, vous ayez pu déduire activement que ça ne pouvait être que la reine? Mais je sais que c'est la reine, il me sait tout. Achou, 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 achou. Faites donc l'expert. Docteur, pourriez-vous nous présenter de manière très succincte les conclusions auxquelles vous êtes arrivé dans ce dossier? Madame la juge, je rappellerai d'abord le cadre de ma mission. Il m'a été demandé d'analyser les 3 accidents dont Blanche-Neige a été victime et la probabilité qu'il résulte d'actes criminels commis en vue de causer sa mort. Merci, docteur. Commençons par le premier. Le port d'un corset trop serré peut-il plonger dans un profond coma ou causer une mort par suffocation? C'est probable. On retrace même des cas de mort subite pour cause de corset trop serré. Ambroise Paré rapportait par exemple le cas d'une jeune mariée décédée pendant la cérémonie nuptiale, mort attribuée à la compression du corset. Un tel cas n'est pas isolé et peut conduire à des malaises. Mais le simple fait de délasser le corset permet de tout faire rentrer dans l'ordre. Et pour le peigne empoisonné, est-ce crédible sur le plan scientifique? J'aurais quelques réserves, car les cas d'empoisonnement par simple contact avec la peau sont extrêmement rares. Ils résultent habituellement d'une inhalation ou d'une ingestion. C'est par exemple le cas de l'empoisonnement à l'arsenic, dont les symptômes pourraient faire penser à ceux décrits par Blanche-Neige. D'une longue douleur abdominale, nausées, vomissements, délire avant que mort s'en suive. Mais dans tous les cas, l'empoisonnement ne se soigne pas par le retrait de l'objet contaminé du contact du patient. De mon point de vue, cette hypothèse apparaît peu crédible. Très bien. Et quid de la pomme empoisonnée? Peut-elle plonger une personne dans un profond coma? Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour me prononcer sur ce point. Pour autant, les cas de coma causés par empoisonnement sont rares et ne se résolvent pas par la simple expulsion de l'objet contaminé.
Cette thèse n'a jamais été vérifiée et me paraît là encore manquer de crédibilité scientifique. D'accord, merci docteur. Maître Lenoir, Maître Hachery, avez-vous des questions? Pas pour moi. Oui, j'ai quelques questions, Madame la juge. J'aimerais que vous nous expliquiez, docteur, ce qui peut provoquer un empoisonnement par arsenic. Eh bien, la principale source d'intoxication chronique dans le monde semble être l'eau de forage dans plusieurs pays de région, naturellement chargée en arsenic et contaminée l'eau locale. Y a-t-il déjà eu des cas de contamination par arsenic dans la région enveloppant la maison des Sept Nains et le château de Blanche-Neige? Oui, ça part d'un connu de l'O7. Plus de questions. Madame la procureure? Une question. Bien. J'invite désormais Madame Blanche-Neige à s'exprimer. Eh bien, je suis profondément attristée par cette situation. Je n'ai jamais voulu causer de tort à qui que ce soit. C'est juste que je ne peux plus vivre comme ça, dans la crainte d'être assassinée d'une minute à l'autre. Je ne dors plus la nuit, je ne mange presque plus. Et je ne peux plus marcher dans le bois sans me retourner. C'est invivable. Prenez votre temps, nous sommes ici pour vous écouter. Pourriez-vous nous décrire l'épisode avec le chasseur et vos rencontres successives avec celle que nous appellerons la sorcière? Tout à fait. Je me souviens très bien du jour où j'ai dû quitter le château. J'étais dans les bois, comme souvent, quand j'ai vu le chasseur qui a braqué son arme sur moi. Je me suis figée, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et au bout de quelques minutes, il me parlera des sœurs. Il a fini par baisser son fusil et il s'est mis à pleurer et il m'a tout avoué. Et il m'a dit que je devais partir vite parce que la reine ne supportait pas de me voir dans le château et que personne ne pouvait être plus belle qu'elle. Donc je me suis enfuie et c'est là que j'ai rencontré les Sept Nains. Et que s'est-il passé quand vous avez vu la sorcière pour la première fois? Avez-vous reconnu la reine? Non, sinon je me serais méfiée. J'ai juste vu une vieille dame, le dos courbé, avec les dents abîmées et un grand nez crochu. Je voyais pas bien son visage parce qu'elle avait une grande cape noire. Certains en auraient peur, mais pas moi. Elle était très gentille avec moi. Elle m'offrait toutes sortes d'objets. Un corset, un peigne, une pomme. À aucun moment vous ne vous êtes dit que ce pourrait être la reine? Non. Bien, y a-t-il des questions? Oui, Maître Lenoir. Je vous remercie pour votre récit très détaillé et parfaitement clair, Madame Neige. Buvez-vous l'eau du robinet? Pardon? Buvez-vous l'eau du robinet? Tous les jours? Depuis quand? Oui, c'est la seule que je bois depuis que je suis petite. Saviez-vous qu'il y a eu des cas de contamination par arsenic dans le royaume? Non, je n'en savais rien. Saviez-vous que l'arsenic peut provoquer des hallucinations et qu'il se propage par l'eau? Permettez-moi de vous embêter une dernière minute. Ce chasseur dont vous nous avez parlé, vous ne l'avez jamais vu? Non, jamais, c'était la première fois. Il se trouve que malgré les investigations menées, personne, je dis bien personne, n'en a retrouvé la trace. Pensez-vous qu'il y ait une chance, même infime, pour qu'il provienne d'une hallucination? Madame Neige, en toute franchise, pouvez-vous exclure la possibilité que, comme bon nombre de vos compatriotes, vous ayez été empoisonné par l'arsenic et non par la reine? Eh bien, je pense que c'est peut-être possible. Je vous remercie pour votre franchise, Madame Neige. Je n'ai plus de questions. Madame Neige, quelles étaient vos relations avec votre belle-mère? Elle a toujours été très froide et distante, mais je ne lui en veux pas, elle est comme ça. Parfois, elle me faisait des remarques sur mon physique, elle me disait que j'étais trop maigre ou mal arrangée. Pensez-vous que la reine ait pu être jalouse de vous? C'est vrai que j'ai pu le penser, mais je n'ai jamais voulu qu'elle se sente en danger ou quoi que ce soit. Merci, je n'ai plus de questions. Madame la reine, levez-vous, je vous prie. Je suis à la disposition de la cour. Maître Hachery, avez-vous des questions? Tout à fait. Madame la reine, pensez-vous être la plus belle du pays? C'est ce qu'on dit. La beauté est primordiale à ce moment. Quoi qu'on en dise, c'est l'un des attributs les plus puissants que puisse posséder une femme. Comment trouvez-vous Blanche-Neige? C'est une enfant, je n'ai pas à penser quoi que ce soit. Pensez-vous qu'elle est plus belle que vous? Non. Pensez-vous que des gens puissent la trouver plus belle que vous? Non. Madame la juge, j'ai quelques questions pour la cliente, Madame la reine. J'aimerais que vous nous expliquiez la responsabilité qui résulte du grand beauté. Ce sont des sollicitations perpétuelles, des regards appuyés, des propos déplacés. Un véritable fardeau, effectivement. Souhaiteriez-vous, à votre belle fille, de porter ce fardeau? Non. Cette fois, s'il n'y a qu'une question, je propose de passer aux plaidoiries des parties civiles, puis de la reine. Écœurement! Voici tout ce qui m'inspire la suffisance et l'arrogance de la reine qui, derrière son faciès inexpressif, manifeste ce qu'elle est réellement. Une dangereuse prédatrice prête à tout pour évincer un moindre rival menaçant le monopole qu'elle croit tenir sur la beauté.
Nous n'avons vu totalement absent du débat, dénué de toute expression, n'adressant pas même un regard à sa belle-fille, pourtant à quelques mètres d'elle. Oui, la reine a tenté de tuer Blanche-Neige, et à de multiples reprises. Et ce n'est pas parce qu'une thèse n'est pas suffisamment critique scientifiquement qu'elle n'existe pas. Encore plus au pays des contes de fées, où magie et sorcellerie font partie de la vie. Pourquoi Blanche-Neige n'aurait-elle quitté son palais si elle n'avait pas été menacée? En réalité, la reine l'a retrouvée et s'est chargée elle-même de l'éliminer du pays des contes de fées. Mais c'était sans compter le soutien incommensurable des sept mains qui ont à chaque fois réussi à la sauver. On dit souvent que les apparences sont trompeuses, mais il y a des cas dans lesquels la vérité se trouve juste en face de nous. Des cas dans lesquels il faut faire confiance aux apparences. C'est pourquoi vous entrerez en voie de condamnation et déclarerez la reine coupable. Madame la procureure? Ce défi est troublant. Nous avons d'un côté une reine qui attache une importance capitale à la beauté, à tisser des relations à la limite de la maltraitance avec sa belle-fille, et de l'autre, un environnement pollué qui a pu participer à la dégradation de l'état de santé de Blanche-Neige. Vous aurez probablement à déplorer de ne pas avoir de preuves directes dans ce dossier, car en dehors de l'incident avec le chasseur, que les services de police n'ont pas pu retrouver, tout s'est déroulé à huis clos. La seule solution, nous devons donc recourir à la méthode du faisceau d'indices pour nous prononcer sur la culpabilité de la reine. Et des indices, il y en a plusieurs. Son adoration pour la beauté, son tempérament autoritaire, ne tolérant aucune contradiction, sa relation exécrable avec sa belle-fille, ou encore son besoin de contrôle et de domination. La seule solution était donc de s'en débarrasser, ce qu'elle tenta de faire à de multiples reprises, sans succès. Pourquoi, sans cela, sans cette crainte, sans la menace d'être tuée, Blanche-Neige aurait-elle accepté de quitter un château qui comblait chacun de ses besoins à cause d'hallucinations? Des hallucinations qui n'ont jamais été démontrées. La prétendue contamination à l'arsenic de Blanche-Neige n'est que pure supputation et ne repose sur aucun élément tangible. La reine devra donc être condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, tenant compte de la circonstance aggravante que l'infraction a été commise à l'égard de sa belle-fille. Je veux dire que je partage le trouble de Madame la procureure. Je suis troublé. Troublé que dans une institution comme la vôtre, à prétoire qui doit faire rayonner le droit et la justice, il soit omis un élément fondamental de notre droit, le doute. Or, ce doute est omniprésent dans ce dossier. Ce n'est ni plus ni moins que la parole de Blanche-Neige contre la reine. Or, sans vouloir vous faire offense, tout le monde sait qu'aucune parole n'est plus forte qu'une autre, et qu'aucune ne peut surpasser l'autre sans élément concret. Certes, ma cliente est très belle, peut-être trop. Vous ne la trouvez pas sympathique, mais nous ne sommes pas là pour juger les apparences. Nous sommes là pour déterminer si une infraction puisse être matérialisée. Or, qu'avons-nous dans ce dossier qui puisse être retenu à charge contre ma cliente? Un chasseur que personne n'a jamais retrouvé? Le reste n'est qu'une suite de supputations des nains et de Blanche-Neige qui ont vu dans le chasseur décrite par Blanche-Neige, dans la reine, de la sorcière décrite par Blanche-Neige, le visage qu'ils ont voulu voir, celui de la reine. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent, écrivait Voltaire dans sa vie. Vous devrez donc relaxer la reine, car le doute que vous ne pouvez omettre devra profiter à ma cliente injustement accusée. Merci pour ces compléments, maître. À présent, s'il n'y a plus d'autres observations, la Cour va se retirer pour délibérer. La reine doit-elle être condamnée? Vous pouvez voter en scannant le troisième et dernier QR code de votre document. Oui, il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait subir à Blanche-Neige. Non, c'est impossible. Elle n'est pas sûre qu'elle soit vraiment coupable.
Tout ceci, vous l'aurez compris, elle est déjà partie. Est totalement impossible à réaliser sans l'aide de Mme Dumer ici présente, professeure de lettres et surtout professeure de théâtre, à qui on doit tout. Voilà, donc merci. Et puis cette année, nous avons travaillé en partenariat avec la classe de première marchandisage visuel qui nous ont littéralement nourris artistiquement, qui nous ont inspirés, qui nous ont fait part de toute leur créativité. Ils ne pouvaient pas être là cet après-midi, mais on tient à les remercier très très.